Bonjour de la part de la Fondation Corax. Je suis aujourd'hui avec mon collègue Monsieur Mario Sanchez Cortés Macias pour la Fondation, car nous allons avoir un match de huitième de finale du concours interuniversitaire de débat de l'AE 2026, cinquième édition. Donc c'est le troisième match que nous avons des huitièmes de finale. Donc c'est entre l'université d'Antananarivo à Madagascar et l'Académie diplomatique du Vietnam, donc au Vietnam. Donc les deux équipes ont reçu un sujet en rapport avec le thème de ces huitièmes de finale, c'est-à-dire la littérature des pays de la francophonie. Et donc elles ont passé une semaine à préparer ce match. Maintenant, on va leur demander de se présenter tout simplement et nous remercions d'abord les juges pour regarder ce match, pour évaluer les deux équipes. Merci beaucoup pour votre temps et nous espérons que vous allez avoir un très beau spectacle, un très beau débat. Maintenant, je donne la parole à mademoiselle Léane Tu pour se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Léa Peu. Je suis maintenant étudiante de l'Académie diplomatique au Vietnam. Je suis spécialisée de relations internationales. Merci, bienvenue. Nous avons également de l'Université d'Antananarivo, Rajawan Nari, Safidi Miarosoa. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Razonar Safi de Miarsou. Je suis très content de faire ce match de la huitième de finale avec l'équipe de l'Académie du Vietnam. Je suis actuellement en Master 2 en droit des affaires et je vous souhaite un bon match. Merci et bienvenue. Nous avons du côté de l'équipe de l'Académie diplomatique du Vietnam, Nguyen Can Thuan. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Toane maintenant. Je suis en troisième année et j'étudie la communication internationale à l'Académie diplomatique du Vietnam. Et enchanté de vous voir dans ce huitième de finale. Merci. Merci. Bienvenue. Du côté de l'Université d'Antananarivo, nous avons également mademoiselle Rakoto Rivello, Gian Jessica. Bonjour à tous. Comme il a été dit, je m'appelle Rakoto Velchian Jessica. Je suis étudiante en sciences politiques et j'ai vraiment très hâte de faire votre connaissance. Merci, bienvenue. Nous avons également du côté de l'Académie diplomatique du Vietnam, mademoiselle Bui Minh Cue. Bonjour tout le monde, je m'appelle Minghui et je suis étudiante à troisième année en droit international et je suis très enchantée d'être ici avec vous. Merci. Merci, bienvenue. Et donc, troisième membre de l'équipe de l'Université d'Antananarivo, mademoiselle Andrea Narimala, là, Harit Fitia Ali Johanna. Bonjour à tous, je m'appelle Ranjiana Malala Arfiti Alton et je suis ravie de faire ce match avec vous. Autrement, je suis étudiante en agronomie en troisième année. Merci. Merci, bienvenue. Donc, les deux équipes ont reçu un sujet il y a une semaine qui est il faut inclure la littérature de la décolonisation dans le cursus obligatoire de l'enseignement. Donc maintenant, nous allons faire le tirage au sort. Je vais partager donc mon écran. Comme ça, nous allons tous voir quelles seront les positions pendant ce match. Donc normalement, vous devriez voir une roue qui tourne avec les deux positions pour chacune des institutions possibles, c'est-à-dire être en faveur ou contre la motion. Donc l'équipe qui sera en faveur de la motion commencera le match avec la première introduction. Donc pour ce match, l'université d'Antananarivo sera contre la motion, ce qui veut dire que l'Académie diplomatique du Vietnam sera en faveur de la motion et commencera le match avec la première introduction. Donc maintenant, vous allez avoir 5 minutes pour voir vos notes, et puis ensuite on entendra l'introduction de l'équipe vietnamienne.
Voilà, nous avons fini avec les 5 minutes de préparation. Donc, avant de commencer, je rappelle à toutes les personnes qui vont regarder le match, quand vous verrez un carton jaune, cela veut dire qu'il reste 30 secondes dans le temps de parole. Bien sûr, la personne qui parle pourra continuer à finir la prestation. Et puis ensuite, vous verrez un carton rouge si jamais on arrive à la fin du temps de parole. Et donc, la personne pourra finir sa phrase, mais il est recommandé de ne pas commencer une nouvelle phrase, sinon les juges pourraient sanctionner avec des pénalités de points la personne qui va au-delà du temps de parole. Donc voilà. Donc maintenant, on va commencer le match. Donc je donne la parole à l'équipe de l'Académie diplomatique du Vietnam. Pour votre introduction, vous avez 4 minutes. Mesdames, Messieurs les juges, chers débatteurs, une demi-vérité n'est pas la vérité. Cette phrase est au cœur de notre débat aujourd'hui. Nous ne sommes pas ici pour critiquer ce qui est déjà enseigné, nous sommes ici pour dire que notre savoir est incomplet. La décolonisation est le phénomène humaniste le plus important du XXe siècle. Pourtant, ces arrivants restent les grands oubliés de nos manuels. Nous défendons l'inclusion obligatoire de cette littérature selon 3 piliers. De 1, l'exigence de vérité. De 2, la justice et la reconnaissance. De 3, la formation du citoyen universel. D'abord, l'exigence de vérité. Pourquoi je dis ça? Parce que l'histoire n'est pas une collection de dates froides déposées dans des rapports administratifs. L'histoire est une expérience vécue. Enseigner la colonisation sans lire les colonisés, c'est comme regarder un film sans le son. On voit les mouvements, mais on ne comprend rien à l'intrigue. Prenez Ho Chi Minh comme exemple. Dans le procès de la colonisation française, il ne fait pas de la théorie abstraite. Il dépeint la réalité brute, les humiliations et l'espoir invincible d'un peuple. Ce n'est pas une autre histoire, c'est la complétude de l'histoire. Et on ne remplace rien, on achève le tableau pour que les élèves voient enfin la vérité tout entière. Ensuite, on parle de la justice. En fait, enseigner cette littérature, c'est répondre à une exigence profonde de justice et de reconnaissance. Pourquoi? Prenons l'exemple de Jacques Ramananjara. Désolé si j'ai mal prononcé son nom, mais c'est une grande figure malgache de la négritude à Madagascar, premier écrivain non-européen à recevoir le Grand Prix de l'Académie française. Et pourtant, combien d'élèves en Europe, en Asie, en Afrique connaissent son nom? Intégrer ces voix dans les programmes, c'est reconnaître officiellement, je souligne le mot officiellement, que les peuples colonisés ont existé, ont résisté et ont créé. Ce n'est pas de la culpabilité collective, mais c'est de l'honnêteté historique, n'est-ce pas? Et enfin, la formation du citoyen. On nous dira que ces textes peuvent diviser, mais quel contresens! Étudier la décolonisation, ce n'est pas cultiver la haine, c'est cultiver l'empathie. Ramananjara disait que le poète ne peut rester indifférent aux douleurs du monde. En ouvrant ses livres, l'élève sort de lui-même. Il apprend à comprendre l'autre, à déceler les racines des injustices et surtout à penser par lui-même. Et c'est ainsi, et seulement ainsi, que l'on forme un esprit critique capable de bâtir un monde apaisé. Et voilà, enseigner la littérature de la décolonisation n'est pas un simple enrichissement culturel, mais c'est une nécessité. Ces œuvres permettent de rétablir une vérité historique longtemps déformée, de reconnaître les voix des peuples colonisés et de développer chez les élèves un esprit critique ainsi qu'une plus grande empathie. Et c'est pourquoi nous affirmons encore une fois qu'il faut inclure la littérature de la décolonisation dans le cursus obligatoire de l'enseignement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole à l'équipe de l'Université d'Antananarivo pour votre introduction. Vous avez aussi 4 minutes. Connaissez-vous les Kinder Biscuits? Avec leurs 2 faces différentes. Une face au chocolat blanc, l'autre au chocolat au lait, reliées par un même biscuit.
Imaginons maintenant que chaque côté représente un contenu d'apprentissage. D'un côté, la littérature de la décolonisation, de l'autre, l'histoire de la décolonisation. Et au centre, ce qui les relie, c'est l'enseignement. Pourtant, ces deux dimensions ne sont pas toujours intégrées de la même manière dans le programme scolaire. Et si elles ne se confondent pas totalement, c'est parce que l'enseignement opère toujours par des choix. Il sélectionne, organise et hiérarchise les savoirs de sorte à ce que tout s'harmonise sans lourdeur pour le consommateur. Mais assez parlé de friandises et faisons un bond dans le temps pour mieux comprendre la situation. Au XXe siècle, les processus de colonisation puis de décolonisation ont profondément marqué de nombreux territoires. Du Mali au Vietnam, en passant par des espaces tels que les Caraïbes, ces bouleversements ont donné lieu à des luttes pour l'indépendance, parfois violentes, mais aussi à l'émergence de la littérature de la décolonisation à caractère engagé. Portée par des auteurs comme Frantz Fanon ou encore Aimé Césaire, ces auteurs, à travers leurs œuvres littéraires comme les discours sur le colonialisme ou les damnés de la terre, cherchent à témoigner, dénoncer, critiquer, mais reconstruire des identités marquées par cette histoire. Aujourd'hui, si ces héritages demeurent, ils ne se manifestent pas tout à fait de la même manière dans l'espace francophone. Et ils regroupent en effet des réalités très diverses. Certains pays ont été colonisés, d'autres colonisateurs, tandis que d'autres encore parlent la langue française sans avoir connu directement cette histoire de colonisation ou de décolonisation comme la Roumanie. Ainsi, les expériences, les mémoires et les sensibilités liées à la décolonisation diffèrent profondément d'un contexte à un autre. Du Sénégal à la France ou encore au Québec, lorsqu'il s'agit, cette diversité interroge alors la possibilité d'une approche éducative commune. Dès lors, afin de mieux comprendre les enjeux soulevés par la question, définissons d'abord les notions. La littérature de la décolonisation, selon le critique littéraire Édouard Saïd, renvoie à des productions littéraires qui interrogent les récits dominants et les représentations issues de l'histoire coloniale. L'inclusion, telle que le définit l'UNESCO, désigne une approche éducative qui vise à reconnaître et à intégrer la diversité des élèves et les mémoires dans des contenus d'enseignement spécialisés. Et enfin, selon Émile Durkheim, le cursus obligatoire correspond à l'ensemble des enseignements communs imposés à tous afin d'assurer une base partagée de connaissances. Ainsi, ces notions montrent que l'enseignement ne se limite pas qu'à transmettre des valeurs et des savoirs neutres, mais implique des choix de l'enseignement ou du programme scolaire qui va influencer la manière dont les histoires et les mémoires sont construites et partagées. Par conséquent, dans un espace francophone attaché à sa diversité, peut-on rendre obligatoire la littérature engagée sans porter atteinte à la diversité des approches éducatives? Avec Radzonar, Ranjianar Malal et moi-même Rakou Toirvel soutiendrons que non, afin de ne pas limiter la liberté pédagogique. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer aux premières répliques. Juste avant de passer aux premières répliques, pour le public, il y a une micro-coupure. L'enregistrement, bien sûr, sera mis en ligne pour les juges et pour tout le monde juste après le match. Sachez que les équipes ne voient pas quand il y a une coupure sur YouTube, puisqu'ils sont sur Webex uniquement pour le match. Maintenant, je donne la parole pour la première réplique à l'équipe de l'Académie diplomatique du Vietnam. Vous avez 2 minutes. Vous avez souligné que l'UNESCO a proposé une approche éducative inclusive qui apporte la connaissance de manière éralitairement aux enfants. Toutefois, vous vous opposez à l'idée d'inclure cette littérature de la décolonisation
dans l'enseignement. Alors, je ne comprends pas du tout votre logique parce que cette littérature est très essentielle. Elle est si essentielle pour comprendre le mot qu'on ne peut pas supprimer de l'enseignement, mais il faut obligatoirement l'inclure dans l'enseignement. Prenons un exemple simple. Aujourd'hui, des événements comme les guerres mondiales ou l'esclavage sont obligatoirement dans beaucoup de programmes scolaires. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont seulement importants, mais parce qu'ils ont profondément changé l'histoire mondiale. Sur le premier point, beaucoup de pays ont déjà commencé à intégrer des perspectives liées à la décolonisation parce que les sociétés sont devenues plus diverses et plus connectées. Cela montre que ce choix n'est pas arbitraire, mais répond à une réalité sociale. Le deuxième point, il est vrai, il faut être prudent, mais il faut aussi penser aux conséquences de ne pas agir. Si certains récits restent absents, des groupes entiers peuvent avoir le sentiment que leur histoire n'est pas reconnue. Et à long terme, cela peut aussi créer des frustrations et des incompréhensions à long terme. Et par ailleurs, quand les élèves ne comprennent pas l'histoire à travers de ces œuvres littéraires enragées dans toute sa complexité, les stéréotypes et les discriminations peuvent continuer. Parler du passé difficile n'est pas quelque chose de nouveau. On enseigne déjà des périodes très dures. C'est non pas pour culpabiliser les élèves, mais pour leur apprendre à comprendre les erreurs du passé et éviter de les répéter dans le futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons entendre également la première réplique de l'équipe de l'Université d'Antananarivo. Vous avez aussi 2 minutes. Confrères du Vietnam, n'oublions pas que l'enseignement se doit de transmettre un savoir neutre sans prôner une idéologie, sans prendre position ni en rabaisser une autre. C'est un principe qui s'efforce de maintenir pour garantir l'apprentissage sans endoctrinement. Mais là vient le problème de votre proposition, l'inclusion de la littérature de la décolonisation. Un sujet qui prend directement position ne peut être inclusif totalement car il va à l'encontre du principe d'objectivité que la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente a mis en place. De plus, selon Bruno Vernier, la subjectivité de l'art, de la littérature pourrait provoquer un assujettissement dans tous ses sens, que ce soit négatif et surtout négatif. La littérature, cet art, cette interprétation subjective remplie d'émotions, d'esthétisme, ne peut permettre la compréhension exacte des enjeux de la colonisation parce que, comme le disait, car comme on l'a analysé dans les damnés de la terre de Frantz Fanon, qui a été utilisé pour l'apologie de la violence et aussi pour dénigrer la culture étrangère, on peut comprendre que si on les étudie, si c'est les élèves qui sont dans la majorité dans la jeunesse et qui ont une psychologie qui ne peut pas avoir l'esprit critique, seront inévitablement conditionnés. Et de plus, même s'ils ne sont pas chargés en émotions, l'appréciation la simple appréciation esthétique définie par John Dewey affirme que les élèves pourraient tout simplement apprécier l'art, comme le cas des œuvres d'Alphonse Daudet, qui sont devenues juste des critiques pour les figures de style et non pour les questions de la guerre franco-prussienne. En d'autres termes, cette littérature de la décolonisation va concurrencer l'histoire classique, l'éducation citoyenne et aussi la langue, qui sont déjà suffisantes et devrait être amélioré. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer aux deuxièmes répliques. Je donne la parole tout d'abord à l'équipe de l'Académie diplomatique du Vietnam pour votre deuxième réplique. Vous avez 2 minutes. Oui, bonjour. Merci pour votre argumentation. Cependant, concernant l'argument portant sur chaque éducation à son propre choix dans l'inclusion de la littérature, je ne suis pas d'accord.
car la décolonisation n'est pas un sujet local, mais c'est un phénomène mondial qui a concerné l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine. Donc, ce n'est pas une valeur particulière, mais une réalité historique globale souvent sous-représentée. Vous dites que chaque pays choisit sa méthode, c'est vrai, mais cela n'empêche pas d'intégrer certains contenus essentiels. Par exemple, les droits humains sont enseignés partout, même si les approches diffèrent. Donc ici, l'objectif n'est pas d'imposer un modèle unique, mais de reconnaître un sujet longtemps oublié et d'ouvrir une base commune de compréhension. Et plus encore, vous soulignez que la littérature est subjective, mais ça ne veut pas dire qu'elle déforme la vérité ou déforme l'histoire. Même les documents historiques ne sont jamais totalement neutres. Comme tout le monde le dit, l'histoire est écrite par le vainqueur. Et surtout, à l'école, on ne travaille jamais avec une seule source. Par exemple, un élève peut lire un poème sur la colonisation, puis analyser des archives ou des cartes pour vérifier et approfondir. En réalité, la littérature apporte quelque chose que les archives conventionnelles ne donnent pas. Ce sont l'expérience vécue et les émotions. Par exemple, lire un texte de décolonisation permet de comprendre ce que les chiffres ne montrent pas, comme le ressenti des populations. Sans les émotions, l'histoire reste abstraite et oubliée. Une étude publiée sur Nature Neurosciences montre que la mémoire est plus forte quand elle est liée à une émotion. Donc, loin de créer de la confusion, la littérature aide à comparer, réfléchir et mieux comprendre l'histoire. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons entendre également la deuxième réplique de l'équipe de l'Université d'Antananarivo. Vous avez aussi 2 minutes. Nos chers confrères persistent à vouloir intégrer la littérature de la décolonisation à l'école. Mais ce serait comme intégrer une pièce dans un puzzle qui ne correspond pas. Pourquoi? Ça tombe bien que vous parlez de l'école, car justement, les rôles de l'école sont les suivants. Comme selon Émile Durkheim, elle socialise l'enfant, et selon Philippe Mérieux, elle forme des esprits critiques. Or, la littérature de la décolonisation ne voit l'histoire que dans un seul angle: l'oppression, l'injustice. Résultat, haine du côté des anciennes colonies et culpabilité du côté des anciennes puissances, ce qui crée plus de division que de compréhension. Or, selon Condorcet, l'instruction doit former des esprits libres et non des esprits dirigés. Et nous ne nions pas la valeur de la décolonisation dans l'histoire. Mais c'est justement pour cela que l'histoire classique existe. Ce que nous ne voulons pas, c'est la littérature de la décolonisation au cursus obligatoire scolaire, parce qu'elle pourrait réveiller des anciennes blessures. Je m'explique. Ces blessures de la décolonisation n'ont pas encore cicatrisé. Au niveau économique, la Banque mondiale montre que les PIB par habitant des pays anciennement colonisés sont à 50% inférieurs à ceux des pays qui n'ont jamais été colonisés. Et ça ne se limite pas à l'économie. Également, au niveau psychologique, l'OMS montre que dans les pays anciennement colonisés, les troubles anxieux, la dépression et le stress post-traumatique sont toujours autant présents. Donc, pourquoi rajouter de la poudre au feu? Pourquoi continuer de souffler sur des braises sous le cendre? Pourquoi apprendre la littérature de la décolonisation, surtout au niveau des enfants qui n'ont toujours pas cet esprit critique? Ce serait nourrir les divisions et encore plus aggraver les conflits déjà existants, la xénophobie qui est déjà assez présente au niveau de plusieurs pays, notamment ceux anciennement colonisés. Donc, nous réitérons, il ne faut pas inclure la littérature de la décolonisation au niveau du cursus obligatoire scolaire. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, nous arrivons aux conclusions. Je donne la parole tout d'abord à l'équipe de l'Académie diplomatique du Vietnam. Pour votre conclusion, vous avez 2 minutes. Oui. Ne confondez pas le conflit avec la conscience. Depuis quand l'éducation a-t-elle pour but d'endormir les consciences? Il faut souligner que le silence est plus dangereux que le débat. Ce ne sont pas ces textes qui créent la fracture, c'est le déni. Le silence n'est pas la paix.
Le silence est une bombe à retardement. Ignorer les blessures de l'histoire ne les fait pas disparaître. Cela les laisse s'envenimer sous forme de préjugés et de rancœurs dans la rue. L'école est précisément le lieu le plus sûr pour encadrer ces secousses par le savoir et la médiation des professeurs. Et concernant votre idée de la neutralité, mais soyons honnêtes, la neutralité absolue n'existe pas. Parce que choisir, c'est déjà exclure. Un programme scolaire est par définition une série de choix. Quand on décide d'enseigner les classiques européens et de laisser de côté les auteurs de la décolonisation, par exemple, ce n'est pas de la neutralité, c'est un choix politique. C'est décider que certaines voix comptent plus que d'autres. Et maintenir le statu quo, ce n'est pas être neutre, c'est valider l'absence de ceux qui ont été colonisés. Alors, nous avons montré aujourd'hui trois choses essentielles. D'abord, que les œuvres de la littérature de la décolonisation permettent de rétablir une vérité historique trop souvent incomplète. Ensuite, qu'elle constitue un acte de justice et de reconnaissance envers des peuples marginalisés. Et enfin, qu'elle forme des citoyens capables d'esprit critique, d'empathie et d'ouverture au monde. Voilà, c'est pourquoi ici, nous sommes plutôt favorables à l'idée selon laquelle il faut inclure la littérature de la décolonisation dans le cursus obligatoire de l'enseignement. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons entendre la conclusion de l'équipe de l'université d'Antananarivo. Vous avez aussi 2 minutes. Très cher public, le sujet actuel nous fait vaguement penser à la littérature de la guerre de Chloé. Au début, louée pour les valeurs et l'histoire qu'elle transmet, mais au final, quand elle est devenue outil de propagande et de division, dans la Corée du Sud, elle a été atténuée pour préserver l'union et dans la Corée du Nord, gardée pour renforcer la division. Et nous ne pouvons voir le parallèle avec la littérature de la décolonisation qui ne peut qu'emprunter le même chemin. Nous empruntons la même direction, le même endoctrinement, le premier pas vers l'inéluctable. Regardons ce qui s'est passé au Rwanda, avec le Tupperware où on a utilisé la littérature de la décolonisation pour mieux diviser. Regardons ce qui s'est passé avec l'Afrique du Sud dans le cas de l'apartheid. Et vous avez cité Rabé Mananjar, que nous aimons tous, mais n'oublions pas qu'à Madagascar, dans les campagnes, il y a encore cette xénophobie fréquente qui est maintenue. Alors, s'il est enseigné à des étudiants, à des élèves qui ont déjà leur propre opinion sur la colonisation, qui pensent peut-être déjà que c'est leur faute, qu'est-ce qui se passerait ensuite? Nous ne sommes pas ici pour nier que la vérité est importante, mais nous avons proposé des alternatives que nous pouvons améliorer l'histoire classique, nous pouvons améliorer la langue, nous pouvons améliorer l'éducation citoyenne pour transmettre efficacement l'histoire. Car aujourd'hui, nous ne débattons pas sur la place de la littérature de la décolonisation, mais la politique même de l'enseignement. Doit-il prendre des risques au péril de notre union ou doit-il être prudent dans ses choix, dans sa démarche, pour assurer un avenir où diversité et unité ne forment qu'un? Et nous, à l'université d'Antananarivo, nous sommes convaincus qu'il faut rester patient. Patient pour créer, car comme le disait Aristote, le sort d'un État, d'une police dépend de l'éducation de sa jeunesse. Merci beaucoup. Voilà, nous venons d'entendre les 2 conclusions. Donc à partir de maintenant, vous n'êtes plus sous évaluation des juges. Donc je rappelle encore une fois que nous allons envoyer l'enregistrement WebEx juste après le match aux 2 équipes et aux juges, bien sûr, car sur WebEx, il n'y a pas de coupure, alors que sur YouTube, il y avait une coupure. Donc les juges et vous-même pourrez re-regarder votre match sans aucun problème technique. Donc voilà, bravo pour ce match. C'était le 4e match pour chacune des 2 équipes dans cette compétition. Donc maintenant, vous pouvez souffler. On va obtenir bien sûr vos impressions, mais juste avant de donner la parole à mon collègue Monsieur Sanchez Cortés Macias, pour le public, je rappelle que ce match entre 2 universités, 2 institutions en fait, qui participent au concours depuis plusieurs années, donc c'est la 4e participation de l'université d'Antananarivo
dans le concours, hein, dans l'histoire du concours, donc la 4e équipe concrètement. Et c'est également la 3e participation pour l'Académie diplomatique du Vietnam, donc la 3e équipe à représenter l'Académie vietnamienne. Ils ont déjà eu bien sûr des performances, ils ont déjà, concernant l'équipe vietnamienne, atteint les 8e de finale en 2023 et dans cette même édition en 2023, l'Université d'Antananarivo avait atteint les demi-finales. Donc maintenant, je donne la parole à mon collègue, monsieur Sanchez Cortés Macias, pour la suite, l'après-match, on va dire. Merci beaucoup. Tout d'abord, félicitations pour le débat d'aujourd'hui. C'est un énorme plaisir de pouvoir assister à vos progrès au cours de match et j'espère sincèrement que vous êtes fiers de vos prestations. Alors, comme d'habitude, je souhaiterais recueillir vos ressentis par rapport au match d'aujourd'hui, que ce soit sur la préparation du sujet ou sur le débat lui-même. Donc, pour ce faire, je donne la parole tout d'abord à Madame Lay. Vous pouvez réouvrir vos caméras. Ah oui. Pendant notre préparation, on a travaillé énormément ensemble parce que c'est un sujet, pour moi, c'est un peu sensible parce qu'il s'agit de la décolonisation, et notamment il s'agit de la littérature. Ça c'est difficile et on doit rechercher énormément sur les auteurs bien connus dans le monde et nous avons comment dire, débattu entre nous pour trouver les meilleurs arguments. Et moi, je pense que c'était une expérience enrichissante pour nous. Et aujourd'hui, quand on rencontre l'équipe de Madagascar, qui est très excellente dans leur présentation, moi, je pense qu'aujourd'hui, j'apprends énormément depuis notre équipe adversaire. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole à Madame Rakoto Arvelo. Alors, c'était un débat fort électrique parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Et dans les recherches, c'était à la fois, comment dire, on s'y retrouve parce que justement nous sommes concernés, mais en même temps c'est très délicat de savoir quel sujet peut être adéquat à la situation, faire en sorte de maîtriser des sujets sensibles pour éviter de froisser. Mais au final, c'était génial, c'était très enrichissant de vous écouter. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole à Monsieur Moyen. Bonjour, comme tout le monde a expliqué, c'est un sujet qui nous concerne tous, et, mais nous sommes plutôt favorables à cette motion parce que nous sommes déjà vécu l'ère de la colonisation et nos deux pays ont déjà inclus la littérature de la décolonisation dans le cursus scolaire. Alors, ça, je crains tout d'abord au début de ce match que je peut-être avoir des préjudices qui affectaient négativement ma performance, mais à la fin, tout, euh, tout va bien et je suis aussi très ravi d'être ici avec vous et de se débattre et avoir de plusieurs perspectives sur ce sujet. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole à Monsieur Rajanari.
Tout d'abord, j'aimerais féliciter l'équipe du Vietnam qui a réussi à défendre la motion jusqu'à la fin. Nous savons que ce n'est pas chose simple. Nous avons traité aussi cette position. Et justement, en parlant de traiter une position, lors de notre préparation, on a senti que c'était pas comme les anciennes phases. On sentait vraiment qu'il y avait plus d'enjeux, que notre place était vraiment en jeu. Mais on s'est quand même beaucoup amusé. J'ai apprécié entendre les arguments de nos très chers amis du Vietnam. Leur logos était très impressionnant. Et malheureusement, vu qu'il n'en restera qu'un d'entre nous, mais j'aurais tellement aimé les voir dans une phase plus haute, bien sûr face à nous. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole à Madame Oui. Oui, après ce match, je dois vraiment accorder mon impression envers le groupe adversaire quand il a une bonne performance ainsi qu'une bonne mise en scène. Et je suis vraiment impressionnante concernant euh, la performance de votre équipe. Et, mais après ce match, euh, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de perspectives que nous ne pouvons pas encore trouver pendant nos recherches. Et après ce match, ça a vraiment enrichi euh, notre base commune concernant ce sujet. Merci. Merci beaucoup. Et enfin, je donne la parole à Madame Andreana Malala. Oui, comme tous les matchs, tant comme la majorité des matchs de l'AIE, ce débat était passionnant. Mais comme l'a souligné mon collègue, c'était assez différent vu que notre place est vraiment en jeu. Donc, les enjeux ne sont pas pareils. Et comme d'habitude, c'était très intéressant. Et d'ailleurs, merci beaucoup, Vietnam. Je rejoins mes collègues sur le fait que le logo, c'est vraiment très impressionnant de votre côté. C'était un débat passionnant et nous sommes très ravis de vous avoir comme adversaire. Merci. Merci beaucoup. Et une fois encore, je vous remercie d'avoir partagé vos impressions à cet égard. Sur ce, nous allons maintenant passer au réseautage. Donc, alors, première question. À votre avis, quelle activité, initiative ou opportunité étudiante distingue réellement votre université? Donc, cette fois-ci, j'invite tout d'abord Madame Oui à prendre la parole. Oui, franchement, ce qui distingue euh, l'Académie diplomatique du Vietnam, c'est surtout nos programmes d'échange à l'étranger, car on a beaucoup de partenariats avec des pays comme la Belgique, le Canada, la Corée du Sud, le Japon. Et du coup, les étudiants ont vraiment des occasions de partir étudier là-bas, même pour quelques mois. Et ça change beaucoup de choses parce qu'on découvre une autre façon d'apprendre et une autre culture. Donc, j'espère notre académie va avoir des nouveaux programmes d'échange à Madagascar pour que nous puissions vous rencontrer et communiquer plus. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, j'invite Madame Randrianar Malala à prendre la parole. Oui, pour ce qui est de ce qui distingue notre université, je soulignerai peut-être le fait que nous sommes en système LMD, c'est-à-dire en système licence, master, doctorat, et ça facilite et ça change un peu le système des cours magistrales, etc. Voilà, de mon côté, je ne sais pas si...
De quoi rajouter? Tout de suite rajouter. Pour compléter ce que ma collègue a mentionné, c'est aussi la présence de la vie étudiante à travers les clubs. Il ne s'agit pas que de simples clubs récréatifs. Il y a vraiment un challenge intellectuel, une finalité de développement individuel dans la vie professionnelle, notamment notre club d'art oratoire, qui ne se contente pas de faire des débats, de l'art oratoire ou des concours, mais nous prépare aussi, dans le cadre d'une fac de droit et de sciences politiques, à la vie juridique, notamment en faisant des procès fictifs pour pouvoir nous stimuler intellectuellement et nous préparer justement à une future carrière dans ce domaine. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, j'invite Madame Lay à prendre la parole. Euh, oui, selon moi, ce qui distingue réellement l'Académie diplomatique du Vietnam est la combinaison unique entre la formation académique et immersion pratique du monde diplomatique. Euh, les étudiants ne se limitent pas à prendre des connaissances sur les relations internationales, mais ils participent activement à des simulations diplomatiques euh, des, dans des conférences internationales, par exemple. Merci beaucoup. Maintenant, j'invite Monsieur Rajaonari à prendre la parole. Alors, je pense que tout a déjà été dit, mais j'aimerais aussi ajouter que nous organisons aussi plusieurs colloques spécifiquement sur l'océan Indien et aussi des fois, parfois sur l'Afrique. Donc, nous invitons beaucoup de grandes personnalités, de grandes autorités pour nous partager dans le domaine du droit, de la science politique ou encore dans l'agronomie. Et peut-être qu'un jour, nos très chers amis de l'Académie du Vietnam nous parleront peut-être de la spécificité de la diplomatie au Vietnam. Alors, quand vous viendrez chez nous, nous vous accueillerons peut-être, sûrement à bras ouverts. Alors, n'hésitez pas à rester en contact pour ce potentiel colloque. Merci beaucoup. Et enfin, j'invite Monsieur Nguyen à prendre la parole. Comme mon collègue a déjà souligné, ce qui distingue réellement mon université, je dirais que c'est nous accordons une importance très grande aux simulations professionnelles et internationales et à travers des conférences simulées, des concours de débat comme celui-ci et le concours de débat, on a beaucoup participé on a beaucoup participé et ces concours qui nous permettent à ce jour de développer la logique, le raisonnement et aussi la prise de parole. Et je dirais que presque tous les étudiants dans l'académie ont cette chance et ce type d'expérience, je dirais, qui crée vraiment un lien direct entre les études académiques et les réalités professionnelles ce qui nous encourage vraiment à poursuivre la carrière pour laquelle nous sommes formés, c'est la carrière diplomatique. Merci. Merci beaucoup et merci pour toutes vos réponses. Nous allons procéder à la seconde question, à savoir quels stéréotypes existent sur votre ville ou votre pays et lesquels aimeriez-vous nuancer ou déconstruire? Donc, pour cette question, je donne la parole tout d'abord à l'équipe de l'université d'Antananarivo.
vous pouvez déterminer leur réponse. Euh, Eh bien, d'une manière générale, un stéréotype, personnellement, que je n'apprécie pas sur Madagascar, c'est il est important de préciser que la majeure partie de notre population n'est malheureusement pas accès à l'école, ou du moins à des études qui vont au-delà du secondaire, certes. Mais on dirait que les gens ont tendance à penser que nous sommes tous, sans exception, ignorants de notre situation, de notre environnement, de certains faits sociaux. Alors que non. Beaucoup d'esprits engagés ont montré que, en dépit du fait qu'ils n'aient pas forcément suivi de grandes études, agissent sur Madagascar. Et donc que la réflexion ne passe pas forcément par un cursus obligatoire, comme par hasard, mais à partir du moment où ils font preuve d'une volonté d'apprentissage et donc de développement social, ils peuvent changer les choses. Et ça, c'est un cliché ou un stéréotype que j'espère n'existera plus dans un futur à venir. Alors, je ne sais pas si c'est réellement un cliché dans tous les mâles, et dans il y a le cliché où c'est seulement une impression personnelle, mais dans le monde, Madagascar, les Malgaches surtout, ont cette qualification de profiteurs. Mais malheureusement, bien sûr, nous privilégions toutes les stéréotypes et préjugés comme la majorité de l'Afrique et de l'Asie du Sud. Mais on n'est pas vraiment tous des profiteurs. Au contraire, on fait partie des sociétés les plus résilientes, les plus solidaires, les plus où on peut nous faire confiance. Par exemple, nous avons une valeur qui s'appelle le Fiavan. Et pour nous, peu importe qui vous êtes, vous entrez dans notre famille et on est prêt à donner tout pour vous. Alors, le cliché du fait que nous sommes profiteurs, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait à l'étranger, mais, mais en général, nous sommes des gens très sociables. De mon côté, ce serait plutôt un cliché du quotidien, pas vraiment au niveau international, mais plutôt entre nous. Il y a un certain cliché qui est déjà assez imposé à Madagascar, c'est que les Malgaches ne sont pas ponctuels. Et moi, je dirais plutôt que c'est une mauvaise habitude qu'il faut peut-être changer. Ce cliché n'est pas vrai pour tous, et justement, c'est pour ça que j'aimerais nuancer que c'est pas tout le monde qui n'est pas ponctuel, c'est juste une mauvaise habitude qui est à changer. Merci beaucoup pour vos réponses. Et maintenant, je donne la parole à l'équipe de l'Académie diplomatique du Vietnam. Euh, Au Vietnam, beaucoup de personnes pensent encore que poursuivre des études supérieures garantit automatiquement un avenir brillant et une carrière stable. Et certes, l'éducation reste essentielle, mais moi, je crois que elle doit être accompagnée de curiosité, d'initiative et surtout d'apprentissage continu, je crois. Et à mon avis, la société vietnamienne surtout devrait valoriser davantage la diversité des talents et reconnaître que la réussite ne se mesure pas seulement par un diplôme universitaire. Oui, c'est ça. Euh, et pour moi, je pense que je sais beaucoup de stéréotypes sur le Vietnam, car on dit souvent que nous sommes un pays de nourriture et de tourisme, ou encore nous ne sommes pas encore modernes, et avec beaucoup de motos dans la circulation et un peu de chaos. Mais franchement, ces images ne sont pas totalement fausses. Elles reflètent en partie notre réalité mais de façon très simplifiée. Alors, si je dois nuancer un stéréotype,
je, je me permets de choisir l'idée que le Vietnam est encore un peu ancien ou pas très développé. Car aujourd'hui, la situation a beaucoup changé. À Hanoï, notre capitale, par exemple, on voit clairement beaucoup d'infrastructures modernes et on utilise la technologie tous les jours, comme le paiement par téléphone ou les applications, ce qui sont vraiment convenables. Donc, oui, ça ne veut pas dire qu'on est en retard, mais au contraire, notre pays évolue très vite aujourd'hui. Et pour moi, comme mon collègue a déjà dit, le Vietnam est souvent relié à le mot tourisme ou le mot agriculture, mais je voudrais parler ici sur la jeunesse vietnamienne. Euh, les jeunes Vietnamiens aujourd'hui sont très talentueux, ils sont très innovants, et j'aimerais bien de partager une nouvelle récente avec vous que nous avons récemment deux étudiants qui ont déjà remporté deux médailles d'or du prix Mendeleev. C'est le prix le plus prestigieux de la chimie. Et c'est notre. Personnellement, je suis très fier cette nouvelle. Et j'aimerais bien de vous partager. Merci beaucoup pour vos réponses. Et alors, merci infiniment d'avoir partagé toutes ces informations. C'était un échange vraiment enrichissant et j'espère que vous garderez le contact après le match d'aujourd'hui. Et pour clore cette séance, je donne la parole à Monsieur Lorange. Oui, merci beaucoup. C'était un très, très, très beau match. Félicitations aux 2 équipes. C'était votre 4e match, hein, de la compétition déjà, donc bravo encore une fois sur un sujet qui était difficile, mais bien sûr, on est déjà en 8e de finale, donc on arrive petit à petit vers les dernières étapes, bien sûr, de la compétition. Donc félicitations aux 2 équipes. Et donc, le vainqueur de ce match rencontrera le vainqueur d'un autre match des 8e de finale, c'est-à-dire le vainqueur du match entre l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Poitiers. Donc, l'équipe qui gagnera le match que vous venez d'avoir aura un match contre une équipe belge ou une équipe française en quart de finale. Donc, ce sera à peu près dans 2 semaines, bien sûr, sur un thème différent, le thème des quarts de finale. Donc, bravo encore. On remercie également les 3 juges. Encore une fois, on va vous envoyer et aussi aux juges l'enregistrement WebEx, donc le lien. Vous pourrez regarder de votre prestation et ensuite, dans 2 jours à peu près, nous pourrons avoir les résultats des 3 juges qui sont des juges expérimentés de la compétition et que nous remercions pour leur temps, bien sûr, pour évaluer les matchs de la compétition. Et donc voilà. Donc, encore une fois, bravo. On vous encourage aussi à garder contact. Si vous souhaitez, vous pouvez demander à la Fondation Corax de vous mettre en contact. Et on se fera un plaisir, justement, d'échanger. Et comme ça, vous pourrez discuter directement après ce match. Et bien sûr, on vous souhaite, bien sûr, de vous rencontrer aussi en vrai au Vietnam, à Madagascar, ou même aux Pays-Bas, ou ailleurs dans le monde. Donc, bravo encore. Félicitations et merci aussi au public qui a regardé le match. Et on garde contact pour la suite. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.